Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Nous devions d'ailleurs être dans notre petite bibliothèque absolument magnifique, mais on se doutait que nous n'aurions pas assez de place pour vous accueillir. Je vais juste dire deux petits mots de présentation. D'abord dire notre émotion que Catherine Camus et André Bricq aient accepté de se rencontrer ici. André Bricq pour toutes les raisons que vous imaginez, sa littérature qui nous a émerveillés, et Catherine Camus parce qu'elle est très rare, je crois, et il est très très rare qu'elle accepte de se donner en public. Et je pense que c'est le respect immense qu'il y ait Catherine Camus, André Bricq et André Brunck à l'œuvre de Camille qui fait qu'on est là aujourd'hui, et j'en suis moi-même très émue. Donc je vous remercie vraiment d'être là. Je voulais remercier nos partenaires, l'Institut français, le National Art Council, remercier la Direction générale des relations internationales de la ville, les équipes de la Direction des affaires culturelles et Paris Bibliothèque qui a organisé dans le cadre de la saison d'Afrique du Sud et du centenaire de la naissance de Camus cette rencontre. Je ne serai pas plus longue car je pense que vous êtes très impatients de laisser place à nos invités, et je remercie beaucoup François Vidal d'être avec nous et d'avoir accepté d'être le médiateur de cette séance. Au revoir. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je crois qu'il faut insister sur le caractère exceptionnel de ce qui se passe en ce moment, à plusieurs titres. D'abord, cette rencontre entre l'un des hommes que je considère comme l'un des plus grands écrivains contemporains, un immense romancier, André Bricq, et Catherine Camus, qui ne présente plus, pas, très discrète, disiez-vous tout à l'heure, oui, trop discrète, on le trouve, qui publie un livre qui vient rompre un tout petit peu la discrétion. Mais on va s'adresser maintenant aux lecteurs et non plus aux électeurs, si vous le voulez bien, pour parler d'Albert Camus. Dire un mot également pour accueillir André Bricq. Mes bifurcations est un livre impossible à résumer, mais c'est votre autobiographie. Comme beaucoup de vos livres, elle est disponible aux éditions Actes Sud. Rappelez aussi que, évidemment, vous êtes africaneur, que depuis Au plus noir de la nuit, en 1974, livre après livre, à travers la fiction, ça aussi, ça me rapproche de Camus, vous fustigez l'apartheid, qu'il ne faudrait pas vous réduire, je crois, si je puis le permettre, à un écrivain à la dimension politique. Je voudrais ajouter la dimension tellurique que l'on trouve dans vos romans, qui décrivent de manière absolument saisissante ce que peut être une vie dans ce bout du monde qu'est l'Afrique du Sud. Une œuvre de résistance aussi, depuis les débuts. Une saison blanche et sèche avait obtenu en France le prix féminin, je pense que c'était en 1980 ou 81, et vous avez fait vraiment découvrir dans ce pays que vous connaissez bien, puisque nous y reviendrons en Bricq. Vous avez étudié entre 1959 et 1961 à la Sorbonne, que vous êtes revenu à la fin des années 60, étudier le français. On va beaucoup parler de Camus que vous avez traduit, et que vous avez, je crois, aussi monté, Les Justes, la pièce d'Albert Camus. Et puis, sans doute une autre anecdote que vous nous raconterez. Juste un mot, l'ambiance en ce moment est beaucoup à la morosité et au cynisme. Ceux qui regardent la grande librairie et qui lisent vraiment savent que tout ça est un discours qui n'a aucun sens. Et Camus est tout, sauf l'apôtre de la morosité, du cynisme et de la sinistrose. Donc, soyons légers et joyeux, même pour aborder les problèmes les plus terribles, comme Albert Camus les a abordés. On peut changer les choses avec la littérature, pardon d'être un peu long, mais c'est pour rendre hommage à André Bricq également. Je ne sais pas si Camus a changé votre vie, mais je crois qu'il a changé la vie de beaucoup de lecteurs à travers ses romans, et André Bricq, d'une certaine manière, aussi. Je voudrais juste citer cette phrase qui est de Nelson Mandela, parlant de vous, André Bricq, et disant que vos livres avaient changé sa vision du livre. J'ai envie de vous poser la première question, André Bricq. Comment avez-vous découvert, rencontré Camus, qui est l'un de vos phares baudelairiens, écrivez-vous dans votre autobiographie?
comment s'est faite la rencontre avec l'œuvre d'Albert Camus. Pour moi, c'est tout commencé avec la lecture. Bien sûr, c'était à travers la littérature, à travers la parole écrite que j'avais rencontré Camus. Mais la raison pourquoi je me trouve ici ce soir et pendant tant d'occasions au cours de ma vie, c'était Camus. Parce que dès la première fois que je l'ai lu, je savais que je devrais aller à Paris pour lui rencontrer. Ce qui me serait très très difficile parce que je suis assez timide de nature. Mais je savais que je devrais aller à Paris pour lui rencontrer. C'était à la fin de 59. Et il me faudrait quelque temps pour m'accoutumer à l'idée de rencontrer quelqu'un qui, pendant mon vivant, m'était devenu, comme vous l'avez déjà dit, un phare pour me montrer le chemin, pour m'aider quand je m'égare, pour me rappeler quand j'oubliais les paroles clés. Et maintenant, je suis là. Mais bien sûr, le problème très grand, le problème insurmontable pour moi, c'était que 3 mois après mon arrivée à Paris, cet accident terrible s'est passé, incroyable. Et pour moi, il n'y avait plus de raison pour rester à Paris. Mais bien sûr, je suis resté pendant plusieurs années. Et c'est devenu le moment le plus important, le plus signifiant de toute ma vie. Parce que ça me donnait l'occasion de m'immerger un peu dans l'œuvre de Camus, de celui que j'admirais de loin. Maintenant, il était mort, mais dans quelque sorte, il est resté avec moi, une partie de moi, pour le reste de ma vie. Et je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu pendant des années. Et chaque fois quand j'avais une incertitude à n'importe quel sujet, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on aurait pensé, qu'est-ce qu'on aurait dit Camus? Et ça m'a aidé à me retrouver sur, j'espère, le bon chemin. Avec Camus, on ne pouvait jamais être tout à fait sûr si c'était le bon chemin ou non. Et je sais qu'il y a toujours pas mal de Français qui n'en est pas sûr. Mais pour moi, c'est ça. J'ai cette incertitude à propos de la place de Camus dans la littérature française, dans l'histoire française du XXe siècle, qui mettent un signe de son importance. Parce que quand tout le monde se met d'accord, je m'en méfie un peu. S'il y a une divergence d'opinion, de vue, c'est là où le chemin devient intéressant, avec de plus en plus de possibilités, de promesses. Et Camus, c'était toujours un homme de possibilités. Dommage, très dommage, que si peu de ces possibilités ont pu être réalisées pendant sa vie. Mais il y en a de plus. Il y en a beaucoup plus qu'on ne sait pas, dont on n'est pas toujours conscient et qu'on peut toujours redécouvrir pour trouver de nouvelles repères
en ce qui concerne la route à prendre, la route vers l'avenir, la route des possibilités pas encore réalisées, mais qui attendent une réalisation. Et c'est pour ça qu'il m'est donné un honneur que je ne peux pas exprimer ce soir, de me trouver à vos côtés. Parce que, comme je l'ai dit, mais ce qui reste beaucoup plus à tout ce qu'on pourrait dire. Il y a une sorte de reconnaissance que ma vie ne serait pas pris cette direction, que toute ma vie serait allée dans une direction entièrement différente, si ce n'était pas pour la lecture d'abord des contes et du mythe de Sisyphe, et bien sûr aussi la chute qui, avec le prix Nobel, était la première occasion plus ou moins publique qui attirait mon attention vers cet homme qui m'est devenu comme un père, quelqu'un de plus important dans ma vie que mon père. Parce que bien que j'aimais beaucoup mon père, nous n'étions pas de la même pensée, de la même façon de penser. Et c'est en Camus que j'ai trouvé, comme je l'ai dit, le phare qui m'a montré le chemin, qui m'a aidé d'aller toujours plus loin, de n'être jamais satisfait avec ce que j'avais déjà fait, avec le chemin déjà traversé, et d'attendre toujours de plus en plus de l'avenir, de poser de plus en plus de questions à l'avenir. Parce que c'est sur le plan des questions, sur le plan des déceptions, que j'ai trouvé trop souvent, de plus en plus souvent, le sens de direction de Camus qui en personne n'était plus là, mais pour pouvoir rester un compagnon de la route dont ma vie, comme je l'ai déjà suggéré, que ma vie ne serait pas la même. Je dois ma vie à lui comme à mon père. Et dire ce qui me signifie que de me retrouver à vos côtés ce soir, je ne peux tout simplement pas. La volonté est là, l'urgence est là, la passion pour le dire est là, mais la parole me manque. Catherine Camus, lorsque vous entendez André Brink employer ce mot « père » pour parler de votre père, et traduire aussi peut-être ce que beaucoup de lecteurs dans le monde entier ressentent à l'égard d'Albert Camus, comment réagissez-vous quand vous entendez ces mots? Vous avez débuté votre livre par Albert Camus n'était pas un père, c'était mon père. C'est bien ça, non? Excusez-moi, mais je ne peux pas parler en public si je ne vous ai pas d'abord dit bonsoir. Je voudrais rectifier aussi quelque chose. Je suis venue ici ce soir, non pas parce que je sais depuis longtemps que André Brink aime mon père, mais parce que moi j'aime André Brink. J'ai adoré ses livres. Et puis, il doit y avoir presque 30 ans,
J'avais un petit problème en Afrique du Sud et je lui ai écrit pour savoir si je pouvais autoriser qu'on joue sous l'apartheid les justes. Il m'a dit oui. Et après, je suis encore venue l'embêter parce que je lui disais mais je ne veux pas avoir les sous de l'apartheid, moi. Alors, vous n'auriez pas un orphelinat à qui on peut verser l'argent, mais un orphelinat où il est noir et des blancs. Et il m'a répondu. Et j'ai jamais oublié ça. Et entre ces livres et le fait qu'il m'ait répondu, c'est pour ça que je suis là ce soir, pour lui. Pour lui. Alors bien sûr, c'est mon grand frère alors, c'est très bien. J'ai l'habitude, quand je dis que Albert Camus n'était pas un père, c'est quelque chose au départ qui est un peu révoltant quand vous êtes jeune et que d'une certaine façon vous êtes privé d'existence. Parce que vous êtes la fille d'eux, et à travers vous, c'est comme si vous étiez transparente. C'est mon père qu'on cherche. Mais l'adolescence passée, j'ai accepté ça très bien. Je pense aujourd'hui même que c'est une chance, parce que ça vous contraint au départ à l'humilité, et que je suis convaincue que l'humilité aide à vivre. J'ai jamais pensé qu'on me devait quelque chose, ce qui évite les frustrations, l'aigreur, toutes ces choses-là. Et donc j'en remercie mon père. Et je suis très contente que vous soyez un peu mon grand frère. Je suis très très fière même. Et je pense aussi, comme lui, mais d'une autre façon, puisque j'ai perdu mon père à 14 ans et je l'ai pas beaucoup connu. Mais il avait une vraie personnalité, je peux vous dire. Il avait d'abord une forme de détermination, pas dans les paroles, dans son être même. Je veux dire par là qu'on sentait que ce qui n'allait pas, ça passerait pas. Et que ce qu'il voulait, il ferait tout pour l'avoir. Mais pas pour lui-même. C'était une idée. J'ai été élevée là-dedans. J'ai été élevée dans l'interdiction absolue. C'était même pas une interdiction. C'était pas pensable de mentir avec mon père. C'était pas pensable, c'est tout. Donc, c'est vrai que d'abord par mon éducation, il m'a appris à faire face, à essayer d'être libre dans ma tête et à assumer mes décisions et ce que je faisais. Et parfois, ça met la barre un peu haute, et puis c'est vrai qu'on peut être un peu perdu, mais finalement, ça aide à vivre. Voilà. Je me permets de vous poser la question, Catherine, parce que vous racontez l'anecdote dans votre livre. Vous évoquez ce père et les rapports que vous avez pu avoir avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous a répondu quand vous lui avez dit que vous vouliez faire votre première communion? Ses lieux sont un peu impressionnants et il m'a répondu très directement, tu m'emmerdes. Je suis désolée, mais je ne mens jamais. Et après, et quand même, comme toutes mes petites copines, elles faisaient leur première communion, je suis quand même restée vissée sur le parquet, il était en train de travailler à son bureau, et je dis, ouais, mais quand même, je voudrais faire ma première communion. Et il a levé la tête, il m'a regardé, il m'a dit, bon, alors, tu veux faire ta première communion parce que tu crois en Dieu, ou tu veux faire ta première communion pour avoir une belle robe et des cadeaux comme tes petites amies? Et j'ai dit, ben, plutôt pour la belle robe et
des cadeaux, parce qu'on ne montait pas, on n'échappait pas. Et il m'a simplement dit, mais gentiment, hein, il m'a dit, tu trouves ça reluisant? Et alors je lui ai dit, bah non, et ça a été fini la communion, terminé. Et après tout, tant mieux. Je continue parce que les anecdotes, il y en a quelques-unes, mais celle-ci est savoureuse également. Sur un autre registre, est-ce qu'il vous interrogeait sur ce que vous vouliez faire plus tard, votre profession? Profession qui... Acrobate? Oui, moi je voulais faire acrobate, mais. Et puis j'ai été très malade. Mais finalement, cette disposition pour l'acrobatie m'a servi quand même dans la vie. Mais non, mon père ne m'aurait jamais demandé ce que je voulais faire dans la vie. Ils m'ont laissé libre d'être. Je pense qu'en plus, je vois ma petite fille qui a 12 ans, on dirait qu'elle en a 16, mais moi, à 14 ans, j'étais une enfant, une vraie enfant. Et donc, je pense que pour mon père, mais j'en sais rien, mais je pense que pour lui, ça aurait été même violent de me demander ce que je voulais faire. Ils nous laissaient vivre, mais on était responsables. De tout, toujours. André, tout à l'heure, vous nous disiez que lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous vouliez le rencontrer. Vous étiez un tout jeune homme à l'époque, hein, vous aviez à peine 25 ans. Que lui auriez-vous dit si vous aviez pu rencontrer Albert Camus? À quoi aurait ressemblé votre échange, selon vous? Est-ce que vous y avez pensé? J'ai connu des moments où j'étais très content de n'avoir jamais pu le rencontrer. Parce que je crois que si ce serait passé, je resterais bouche bée. Je ne saurais pas que lui dire, surtout que lui demander. Après, toutes les questions me retourneront. Mais je crois que dans une tête-à-tête, le moment serait tout simplement trop émouvant, trop inoubliable de pouvoir y contribuer n'importe quoi. Moi, je suis sûre que vous leur auriez parlé. Parce que il était très fraternel, très attentif. Et je suis sûre que le premier moment passé, vous auriez été à l'aise avec lui, vous auriez pu parler. J'en suis convaincue de ça. C'est un soulagement de le savoir et ça fait renaître tout l'espoir d'avoir pu faire sa connaissance, d'avoir pu connaître la joie d'écouter ses idées. Et je sais qu'il y avait quelquefois des idées très magnifiquement banales, parce que je crois que c'était un homme entre des hommes. C'était pas un Dieu, même si à cette époque-là, avant de lui rencontrer, pour moi, c'était vraiment des milieux où Mais je crois que s'il y avait vraiment l'occasion de le rencontrer, ce serait un des moments, une des expériences les plus inoubliables de ma vie, parce que au cours des années, j'ai rencontré tant de fois des phrases écrites par lui où j'avais l'impression que ce n'était pas quelqu'un d'autre qui l'avait fait. C'est moi qui l'avais pensé et maintenant c'est lui qui l'a écrit. Quel bonheur!
Parce que si c'était moi qui devais écrire ceci, ça me manquerait toujours cette sublime clarté de sa pensée, cette illumination de ses paroles, parce qu'il savait toujours trouver. J'ai bien vu la version du premier homme, comme c'était publié. Je sais que tout ne devait pas lui arriver d'un trait. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de retours, beaucoup de réflexions et de réflexions. Donc ça ne pouvait pas être facile. Mais j'avais l'impression toujours en lui disant que je comprenais avant de lire. Je savais des fois, d'une façon absolument incroyable, ce qu'il allait dire d'une page à une autre, d'une phrase à une autre. Donc je savais ce qui va suivre, ce qui devrait suivre, parce qu'il y avait une sorte d'inéluctabilité, une sorte de nécessité, comme il y avait toujours une sorte d'urgence dans la tranquillité de ces écrits. On en a beaucoup parlé, c'est un modèle du français écrit. C'était une sorte de perfection verbale, bien que je savais, surtout à travers ces pièces de théâtre, que ça ne pouvait jamais être tellement facile qu'on en avait l'impression en lisant. Il devait y avoir des moments de presque désespoir, d'incertitude, où il cherchait, où il était tellement conscient de la nécessité d'articuler ses pensées. Et une sorte, comme je l'ai dit, une sorte de désespoir de temps en temps, en ne pouvant pas y arriver. Et à travers les pièces de théâtre, on a plus conscient. Pour moi, le théâtre a une façon de parler, de s'exprimer, qui la rend très différent des autres formes de la prose, de la narration. Et là-dedans, je me sentais toujours plus proche à lui, parce que je voyais les bagarres qu'il devait avoir avec les paroles, avec les pensées. C'est un sentiment que j'ai aussi eu chaque fois quand je relis Shakespeare. C'est un théâtre totalement différent. Et je crois que les problèmes devaient être très souvent pareils. Et que les solutions aussi. Et pour moi, c'était l'exemple de l'homme écrivain qui avait tellement besoin de la parole, de s'exprimer, qu'il n'était pas entièrement homme, entièrement humain, quand il se trouvait privé de la possibilité de s'exprimer. Bien que j'ai une impression que maintenant, où il n'est plus là physiquement, il sait exactement ce qu'il faut dire et comment le dire.
Effectivement, c'est la grande question qu'on aurait tellement tous aimé lui poser. Comment écrivez-vous pour arriver à la sublime clarté que vous le dites, très belle expression, effectivement. La fiction en hébraïque est-elle un meilleur moyen d'exprimer une résistance que les essais, que les articles de journaux? L'une des caractéristiques principales de l'œuvre d'Albert Camus est que sa fiction a été d'une force universelle pour parler de problèmes locaux. La France, la guerre, l'Algérie, bien sûr, la torture. Est-ce que la fiction peut plus que les essais et que l'écriture directe journalistique? J'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, la fiction, c'est dans le genre de la prose, dans la façon de s'exprimer à travers la prose, peut toujours aller plus loin et va plus loin. Et je crois que dans les récits, dans les contes et dans les romans de Camus, il va plus loin que n'importe quel autre écrivain de l'époque moderne. Cette simplicité, on a l'impression de simplicité, mais je crois que tout le monde qui connaît Camus et qui connaît les écrits de Camus savent qu'il y a là une expression qui va tout simplement plus loin d'une éloquence sublime qu'on peut lire et relire pour faire toujours la connaissance avec l'inconnu, avec ce qui reste inexprimé dans n'importe quel texte. On a le sentiment qu'il y a ici quelqu'un qui se sert de la parole et qui sait exactement comment, je crois que c'est Mauroy qui l'a dit, il savait toujours exactement jusqu'où on peut aller trop loin. Catherine Camus rappelait tout à l'heure que vous aviez contribué à monter les Justes en Afrique du Sud. Pour quelle raison cette pièce, Les Justes précisément, et dans quel contexte? Je voudrais que vous me racontiez, parce que c'était évidemment dans un contexte très différent de celui-ci. C'était l'Afrique du Sud de l'apartheid et à des moments extrêmement violents. Ça reste un mystère. Je crois que les autorités qui ont choisi la pièce n'avaient aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Et aussi, on a changé, il y a pas mal de personnes dans l'audience même qui le savent. À l'époque, on m'a forcé de changer le titre. Je n'avais pas le droit de l'appeler les Justes, il fallait l'appeler les terroristes. Et je suis sûr maintenant que dans une certaine façon, ça aurait fait plaisir à Camus. Parce que bien sûr, à l'époque même où se déroule cette pièce, on avait l'impression d'avoir affaire au terrorisme. Et c'est justement parmi les choses qu'essayait de faire Camus, de démasquer le terrorisme, d'interroger le terrorisme pour arriver au bout de la pensée, des sentiments qui inspiraient chez ces gens-là du 1905 cette bande de gens qui essayaient de résister le pouvoir des tsars. Et je crois que lui, il savait,
Et il aurait pu l'appeler les terroristes, bien que certainement le niveau de la pensée, le niveau de la certitude était beaucoup plus haut que ne peut jamais le dire le mot terroriste. Il y aurait une ironie splendide là-dedans. Mais pour Camus, ça devait être les justes. Ça faisait partie de, je peux même dire, de l'honnêteté, l'alliance à la vérité qu'avait Camus dans tous ses écrits, et aussi dans les justes. Parce qu'il y a une justesse qui dépasse de loin les notions de la justesse qu'on avait à Moscou en 1905, à Paris pendant le vivant de Camus et maintenant en Afrique du Sud. La justesse, c'est quelque chose qui dépasse, comme je l'ai dit, de loin notre ou nos petites notions de justesse d'un jour à l'autre. Il y avait, encore une fois, pour vous servir de ce mot, une sublimité dans la pensée de Camus. Et c'est cette clarté qui m'avait attiré et qui me soulage et qui m'aide qui me donne du soutien de jour à jour aujourd'hui. Mais quand même, on ne peut pas s'empêcher, André Brink, de vous poser la question, et nous, lecteurs, de se demander si on a raison de vous poser cette question, c'est-à-dire de faire un rapprochement entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Est-ce que ce rapprochement, pour vous, fait sens? Est-ce que vous lisiez l'œuvre de Camus, notamment ce qu'il a pu écrire autour de l'Algérie, en pensant à notre pays, l'Afrique du Sud? Je crois qu'il y a pas mal de sens dans ces parallèles. Bien que les circonstances à l'Algérie aujourd'hui et l'Algérie des années 60, les changements sont énormes. On a parcouru une distance presque impensable entre l'Algérie des années 60 et l'Algérie d'aujourd'hui. J'avais le plaisir, c'est un mot trop léger, mais c'était une expérience profonde pour moi que d'aller en Algérie il y a 3 ans, d'aller à Tipasa, de m'asseoir là où Camus était assis, de m'imaginer ce qu'il aurait pu penser pendant qu'il faisait les écrits qu'il faisait à l'époque. Et y aller à souligner pour moi les rapproches et les parallèles entre l'Afrique du Sud de l'ère de l'apartheid et les années 60, 50, 60 en Algérie. Comme je l'ai dit, il y a une distance énorme parcourue entre cette époque-là et une autre. Mais il y a toujours des parallèles importants, profonds, et je crois qu'il est nécessaire, c'est peut-être le temps d'aborder un ouvrage, et peut-être qu'on est en train de le faire déjà, peut-être, est-ce que c'est déjà fait? Je n'ai pas le temps de tout lire, j'essaie de le faire autant que possible, mais je crois qu'il est temps
d'examiner profondément l'Algérie d'aujourd'hui et la comparer avec l'Algérie des années 50 et 60. C'est un beau sujet de roman, non? Il faut en français pour ça. Ou voilà. Ou en Algérie. Les grands écrivains algériens, c'est ça, notamment. Catherine Camus, je voudrais revenir sur quelque chose qui est l'un des, j'allais dire, un des grands clichés autour de votre père, mais aussi une question sur laquelle les biographes ne sont pas toujours d'accord, qui est cette question de la solitude. Et j'ai l'impression que pas mal de choses, un éclairage nouveau est en train d'être apporté. Parce que, avant de venir, je me plongeais dans les 3 livres qui viennent de paraître de correspondance de votre père avec Louis Guillou, entre 45 et 59, les dates ont leur importance. Roger Martin Dugard, entre 44 et 58, et puis Francis Ponge, entre 41 et 57. Et là, on découvre un Camus, un Albert Camus, peut-être moins solitaire que ce qu'une certaine légende a voulu nous donner. Quel est votre sentiment et quelle est la réalité sur cette solitude présumée d'Albert Camus? D'abord, je pense qu'on a tous une part de solitude irréductible en nous. Donc, lui, il l'avait aussi. La solitude, en fait, c'est que, je ne sais pas ailleurs, mais en France, il y a une telle importance donnée au paraître, et aujourd'hui plus que jamais, je trouve, que si vous n'aviez pas un parti, une école, une caste derrière vous, c'est comme à Milan, si vous n'êtes pas pour l'Inter et si vous n'êtes pas pour l'AC, vous avez tout le monde contre. Alors Camus, il disait qu'il était de gauche mais de l'ancienne, ou qu'il était de gauche malgré elle et malgré moi, disait-il. Donc les gens de droite le trouvaient. Et en France, c'est très très particulier, je trouve, cette espèce de clivage entre la droite et la gauche, cette habitude de mettre les gens dans des cases. Vous avez toujours une grille d'explication. Et si on peut vous mettre nulle part, ce qui est généralement le cas de papa, on ne plaisait à personne. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il était seul. Mais je pense en même temps, et justement là-dedans, dans cette correspondance, on voit qu'il dit qu'il ne se sent pas seul, parce qu'il est avec beaucoup de gens qui n'ont pas la parole. Il sait pourquoi ce qu'il dit est mal reçu, mais il sait pourquoi il le dit. Il n'est pas tout seul, parce qu'il parle pour plein de gens qui ne peuvent pas parler. À partir de là, il n'est pas seul. Il le dit aussi dans le discours de Seuil. Il dit qu'un artiste qui se sépare des autres n'est plus un artiste, il perd son art. Et donc, il est seul idéologiquement, ce qui, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, mais il n'est jamais seul. Et puis il a des amis. René Char, Guillaume, Martin Dugard, qui était plus une amitié presque paternelle avec Martin Dugard. Il a des amis, mais aussi beaucoup qui ne sont pas connus du tout. Et puis, il n'est pas seul parce qu'il est avec vraiment beaucoup d'autres gens. La preuve, c'est qu'aujourd'hui encore, et dans le monde entier, il n'est vraiment pas seul. Donc voilà, après, on est tous seuls quelque part. Je posais des questions parce qu'il y a dans ce livre que vous consacrez à votre père, cet épisode, vous avez 8 ans, et il vous dit un jour, « Je suis si seul ». Et bien des années plus tard, vous découvrez ce qu'il a écrit dans un de ses carnets à cette date-là. Non, ça, c'est deux choses différentes. Alors dites-nous.
C'est vrai que ça devait être à peu près à la sortie de l'homme révolté, mais dans les carnets, on voit que je suis en attente d'une catastrophe annoncée, dit-il. Donc à la sortie de l'homme révolté, ça a été, je pense que là, ça a été très très dur pour lui. Robert Gallimard me disait que c'était abominable, qu'il était très pâle. Et la société intellectuelle française étant tellement courageuse, il était assez seul effectivement dans les couloirs de chez Gallimard, parce qu'après avoir fait quelque chose d'aussi affreux que de dénoncer les camps de concentration en Union soviétique, les gens n'osaient pas lui serrer la main. Et Florence Malraux me disait l'autre jour que, parce qu'elle a travaillé avec papa, et elle me disait qu'elle se cachait pour aller boire un pot avec elle, pour pas que ses amis l'ennuient trop, pour aller boire un pot avec elle. Parce qu'elle ne pouvait pas. Il fallait qu'elle le prenne en douce. Donc effectivement, là, ça a été un peu rude. Et moi, c'était vraiment pas... Non. Je suis rentrée au salon et je l'ai vu et il avait la tête baissée et quand je suis arrivée, je lui ai demandé s'il était triste. Et il m'a regardé, il était sur un petit fauteuil très bas. Comme ça, j'étais presque plus grande que lui. Et il m'a dit, je suis seule. Mais à l'âge que j'avais, je ne savais pas quoi répondre. Il y avait tout mon cœur qui disait qu'il n'était pas seul puisque j'étais avec lui. Et j'ai pas su le dire. C'était effectivement au moment même plus que la sortie de l'homme révolté, au moment de la parution de l'article terrible de Francis Janson en 1951 sur l'homme révolté. Janson qui dira plus tard que c'est sur ordre de Sartre qu'il avait descendu en flammes l'ouvrage. Il s'assume au moins. Il s'assume. Oui, au moins. Longtemps après, remarquez bien. Je crois qu'il a fallu 25 ans. Sur cette question, André Brink, de la solitude de l'écrivain, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous qui avez pendant longtemps eu du mal aussi à être considéré comme le grand écrivain africaner dans votre pays, qui est un modèle de résistance dans votre pays? C'est toujours difficile. Peut-être pour la plupart des écrivains dans leur pays à eux, il y a une sorte de malentendu, une sorte de solitude plus ou moins absolue qu'on essaye de franchir, qu'on essaye d'écarter d'une façon ou d'une autre, mais qui est là au fond. À la fin, on reste seul, on est seul. Et l'écriture même est un effort d'essayer de se tirer de cette solitude. C'est à travers les paroles qu'on essaye de créer l'illusion de ne pas être si seul qu'on avait pensé. C'est une illusion. Pardon? Est-ce que c'est une illusion? Je crois que oui. Sortir, c'est une illusion. Sortir de la solitude. La solitude, à la fin, est la vérité, la véritable vérité. À la fin de quoi? À la fin de tout. Moi, je crois qu'il y a les deux. Il y a des moments, pour moi, je l'ai exprimé dans le titre de mes romans, Un instant à nouveau. Nous vivons d'un instant à l'autre, des instants où nous avons peut-être des illusions un peu plus parfaites qu'autrefois et autrement, mais qu'au fond,
quand on arrive au moment où il n'y a personne pour prendre la main, pour prendre sa main, on est seul. Et je crois que à travers presque tout ce qu'avait écrit Albert Camus, on ressent cette solitude sans fin. Je ne peux pas dire sans fin, parce que, comme je l'ai dit, il y a des moments qui sont peut-être des illusions, mais il y a quand même des moments où on avait l'impression, peut-être la volonté de sortir temporairement de la solitude. Mais l'état naturel de l'écrivain, je crois, c'est pour ça qu'existent les mots. C'est un être abominablement seul. Heureusement qu'il y a ces petits instants d'illumination ou de noircissement où on a au moins l'illusion de pouvoir se sauver à travers le monde. Mais après, il y a toujours un après. Après, on retourne à la solitude qu'on emporte avec soi dès la petite enfance. Oui, mais j'ai adoré vos livres. J'étais pas très vieille quand je les ai lus, mais enfin quand même adulte. Hein. Et moi, il me semble que vous avez des lecteurs, vous le savez, vous avez des lecteurs. Mais moi, j'ai très souvent, en vous disant, après vous avoir lu, ou quand je vous disais pendant des années, moi je dis encore à Majorelle Gloriam Dei de façon ironique, comme on trouve dans la saison blanche et sèche. Mais je pensais vraiment à vous. Je veux dire que tous vos lecteurs, vous leur apportez tellement qu'ils sont avec vous, mais effectivement, si vous avez besoin d'une main, et même la main, il faudrait qu'elle arrive au moment voulu, et pas comme ci, plutôt comme ça. Mais je pense qu'un écrivain, effectivement, est seul, parce qu'un écrivain est un artiste, et qu'un artiste a une façon de voir le monde qui lui est très particulière. Et à partir de là, ça crée une solitude. Il est artiste parce qu'il arrive à transmettre aux autres cette façon particulière de voir le monde. Mais en même temps, moi j'ai toujours pensé à vous avec énormément d'affection. Je me sens beaucoup moins seul. Alors il y a une autre question également, qui est le prolongement de celle-ci, André Brink, qui est celle du bonheur. Camus est peut-être l'un des rares, je ne vais pas dire le seul, parce qu'on en trouvera toujours un ou deux, depuis Camus d'ailleurs, philosophe, à avoir tenu pour sérieuse la question du bonheur. À l'époque où toute la pensée officielle, incarnée par la ligne Jean-Paul Sartre et l'existentialisme, ne cessait de dire le bonheur n'est pas une préoccupation philosophique sérieuse. Ça peut être heureux, un écrivain? Par instant, oui. Mais c'est tout ce que j'ose dire. Quelle place donnait-elle à cette lecture du bonheur dans l'œuvre de Camus, quand vous lisiez toujours? Il y a quand même des lieux remarquables qui se transmettent de temps en temps dans ses œuvres. Et je crois que surtout dans son théâtre. Parce que le théâtre, ce n'est pas une occupation entièrement seule. On travaille entouré des autres. On travaille avec des acteurs. La solitude n'est pas tellement absolue que dans l'écriture d'un roman. Donc le théâtre, c'est une façon
d'y échapper de plus peu mieux que dans l'écriture d'un roman. Je ne sais pas si votre père serait d'accord, mais j'avais l'impression que son travail, pas exactement son travail en écrivant une pièce de théâtre, mais en mettant en scène une pièce entourée des autres, cette collaboration, cet effort communal, je crois que ça rend entièrement différent l'écriture de roman et l'écriture d'une pièce de théâtre. Je pense aussi que pour mon père, le théâtre était... le corps était très important. À partir de là, je pense que même quand il écrivait pour le théâtre, il réunissait, ce qui est difficile toujours, et surtout pour les civilisations judéo-chrétiennes, mais il réunissait le corps et l'idée. Et que, effectivement, en ce sens, il écrivait pour une troupe, pour d'autres gens qui l'imaginaient. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est une activité moins solitaire. Il y avait plus d'espace pour les autres, l'espace qui peut être rompu par l'entrée d'autres êtres humains de temps en temps. Je ne comprends pas l'espace. Quels êtres humains entrent, ils y sont jeunes, hein. On est de plus en plus. Mais quand il était entouré de sa troupe, au moins pendant la durée des répétitions. Oui, non mais il était heureux au théâtre, ça c'est sûr. Il l'a toujours dit. Au théâtre, au match de foot. Au théâtre, au match de foot, et quand ses amis venaient, Lourmarin était aussi un endroit qui était pour lui, vu de l'extérieur, et à travers les photos, vous nous montrez comme un sanctuaire, où on sentait qu'il se ressourçait, qu'il aimait profondément, avec cette vue sur la mer, derrière l'Algérie. Quand René Char, par exemple, venait déjeuner, de quoi parlait-il? Comment était-il ensuite? C'était pas intellectuel, hein. Il parlait foot? Bah, Charles, c'était pas un fanat de foot, mais non, il commençait d'abord par savoir ce qu'ils allaient manger. Papa, il adorait faire de la viande sur de la braise. C'est-à-dire, un écrivain, c'est quand même un être humain. Je sais pas, enfin, il y avait peu d'écrivains qui venaient à la maison, mais il y avait Guillou, il y avait Charles, il y avait Brice Parrain. Enfin, de toute façon, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne savais pas que mon père était célèbre, ils nous ont toujours protégés. Et les seules personnes qui sont venues à la maison, ils étaient là en tant qu'amis et pas en tant qu'écrivains. Donc, par exemple, pour moi, Charles, c'était le type qui avait des chewing-gums Hollywood dans la poche. Et c'était le seul moment où on pouvait manger des chewing-gums avec mon père, c'est quand Charles nous les donnait. Et ça va pas plus loin, je suis désolée, je peux pas aborder. Mais bon, on n'est pas qu'il était anti-chewing-gum, votre père. Il trouvait ça vulgaire, il n'a pas tort. C'est vrai que à l'école, quand on vous demandait le métier de votre père, répondre écrivain, vous posait problème. Petite, oui. Quand vous êtes à la maternelle, au CP, tout ça, ça ressemble pas à un vrai métier. Non mais quand on est petit, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il écrit.
Pour le coup, c'était pas reluisant. Hein. Donc ça me gênait beaucoup. Je comprends bien que quand il dit qu'il a eu honte de dire que sa mère faisait des ménages et qu'il a eu honte d'avoir honte. Moi, j'arrivais à m'extirper que papa il écrivait parce qu'on ne montait pas. Et puis j'avais honte et après j'avais honte d'avoir honte parce que je trouvais que mon papa il était super. Voilà. Est-ce que c'est un métier, André Brink, écrivain? Est-ce que c'est une vocation, une passion? Ou est-ce que c'est un métier comme tout autre métier? Oui, il y a un peu d'élitisme là-dedans, peut-être, si on le veut ou non. Mais ce n'est pas seulement une question de se sentir seul. On est seul, on est un peu laissé à l'écart par les autres, qui le trouvent hors quelques amis parmi les plus intimes, avec qui on peut partager des idées pour un nouveau roman, des reflets sur ce qu'on a fait, rarement, mais des reflets sur ce qu'on a envie de faire. On a toujours beaucoup plus envie de faire de nouveautés que ce qu'il a déjà écrit, ou bien par les autres, ou par soi-même. Mais au fond, il y a cette solitude. Papa, il dit que les artistes ont toujours été considérés comme des piques-assiettes et des parasites. Parce que, en tout cas, en Europe, ou même pour l'Occident, la culture, c'est presque un luxe, mais parce qu'on pense que c'est une accumulation de savoir. La culture, pour moi, c'est tout à fait autre chose. C'est une ouverture aux autres. C'est pas. Il y a un tas de choses que je sais pas, mais j'essaie de connaître au moins les êtres. Quand on apprend une langue, on pénètre dans une civilisation, Il y a de grosses différences, même entre un italien et un français, ou un anglais et un français. Et ça aussi fait partie de la culture. Mais à partir du moment où, comme vous le dites, la culture serait réservée à une élite, ce que je ne crois pas, eh bien, l'écrivain est un parasite. Voilà. Vous ne croyez pas? À un certain point, oui. Vous n'êtes pas indispensable. Non, malheureusement. Ça, c'est une chose qu'on apprend très, très tôt. Et moi, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est indispensable, que c'est l'oxygène des autres. Ben, j'ai pas mal d'envie à ce propos, parce que je ne me suis jamais trouvé indispensable, et ce que je fais non plus. Il y a un espoir, mais ça dépasse rarement l'espoir. Je pense que si vous pensiez que vous êtes indispensable, vous ne seriez pas l'écrivain que vous êtes. C'est bien possible, probable. Jusqu'où doutait-il, votre père? Jusqu'où le doute que vous êtes en train d'évoquer avec André Brink le tenait-il? Je ne sais pas trop en direct, parce que mon père ne nous parlait jamais de son travail. Mais je pense que, par les correspondances, par un tas de choses sur lesquelles j'ai été amenée à travailler, je pense que le doute, il allait très très loin, et qu'il pensait, quand il avait écrit La Chute, il pensait qu'il ne pourrait plus jamais écrire. Moi, j'aime beaucoup La Chute, mais au moment où il a publié La Chute, il pensait qu'il n'arrivait plus à écrire. Le doute était écrasant. Ceci dit, je crois que je tiens de lui. Je pense que le doute est fatigant, mais que la certitude est dangereuse.
Et que le doute, ça vous met en mouvement et c'est quand même plus vivant que la certitude. Et je pense qu'il pensait ça aussi. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très juste, André Brink. Camus, c'est l'homme des questions. C'est pas le philosophe des réponses. C'est pas le romancier des thèses. C'est pas non plus l'auteur de théâtre qui assène des vérités. C'est celui qui oppose les certitudes aux certitudes et qui fait jaillir les questions. Quand on est un jeune romancier et que l'on découvre ça, qu'est-ce que cela provoque dans sa façon d'écrire? En vous, qu'est-ce que ça a changé? La mesure de la possibilité de certitude, parce que c'est plus ou moins disparu entièrement, et chaque fois qu'on recommence à écrire, c'est dans une incertitude totale. Et puis, à travers l'écriture, je crois qu'on crée un peu d'espoir peut-être. C'est toujours une question d'espoir et de possibilité. Ce n'est pas une vie réelle. Les réalités de la vie de l'écrivain, pour moi, c'est espérer, continuer d'espérer et s'y poser. Et entre ces deux, il y a pas mal de plaisir aussi. Quand même. Il y a une joie profonde qui dépasse n'importe quel autre genre de joie qu'on connaisse dans la vie. Une sorte de plénitude. C'est jamais certitude, mais de plénitude et de possibilités remarquables. Même quand on sait que ces possibilités ne seront pas remplies, il n'y a pas de réponse à ceci. Ça reste dans la région de l'espoir. Mais l'espoir, c'est pas mal. Il y a une lecture fascinante aussi dans l'œuvre de Camus, que l'on vous doit, Catherine, c'est en partie, c'est bien sûr toutes les notes, les cahiers, les notes de votre père, maintenant les correspondances. Qu'est-ce qu'on apprend en lisant, en travaillant sur ces versions qui n'étaient peut-être pas destinées à être publiées? Et vous, qu'avez-vous appris? Quel regard est-ce que ça a posé? Quel regard avez-vous posé sur votre père? Est-ce qu'il a été différent en lisant ses correspondances et ses carnets? Ne les aimez pas, cette question. Je me la pose pas trop déjà. Non, parce il me semble, parce que la difficulté, c'est de... Je pourrais jamais être sûre que l'image que j'ai de mon père est vraiment l'image que j'ai eue. Parce qu'on en renvoie tellement. Et c'est très difficile d'essayer de garder son papa dans son jardin. Et donc... mais il était vraiment cohérent. Je veux dire que l'homme que j'ai connu ressemble à son œuvre, et que son œuvre lui ressemble. Et que simplement, ce qui nous surprend, il y a deux choses qui me surprennent. C'est sa capacité de travail. Et quand je trouve que j'ai trop de travail, je me dis, bon, attends. Des fois, quand même, j'engueule mon père aussi. Tu viens de m'aider parce que là, je suis dépassée. Il vient, ouais, il vient. Enfin, il vient pas, mais il m'aide, vraiment. Et sa capacité de travail, et surtout, cette espèce de clairvoyance qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je travaille, parce que je travaille par morceaux sur l'œuvre de mon père, le soir, je ne vais pas lire du Camus, parce qu'à ce moment-là, je frise l'indigestion. Mais par morceaux, et tout à coup il y a quelque chose qui s'applique à aujourd'hui d'une façon... ça me stupéfie chaque fois. Parce que... Alors est-ce qu'il l'avait prévu? Ou est-ce qu'il a eu d'instinct
un refus de certaines choses. Par exemple, sur la publicité, ils détestaient la publicité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pense et on nous fait penser sous forme de slogan. Et je me souviens de ce que mon père disait de la publicité. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose dont on ne se rend même plus compte. Mais on peut même pas on peut plus parler d'imprégnation subliminale, c'est carrément en pleine figure, et puis ça marche. Et donc, il a écrit sur toutes ces choses, sur la technologie qui devient folle, sur l'abstraction, sur les sociétés qui finalement ne vivent que par des signes. Sur l'abstraction, aujourd'hui, quand on voit dans quoi on vit, qu'il y a un ordinateur entre chaque être humain, que l'imagination charnelle, on n'en a plus pratiquement, c'est très difficile. On vous donne un nombre de morts qui efface à la limite ce que ça veut dire pour chaque famille de la personne qui est morte, qui efface les souffrances, qui efface... Voilà, il y en a eu tant. Et tout est par chiffre, tout est par signe, et il n'y a plus... On se désincarne. Et ça, dans Camus, on le trouve partout, et partout, il s'élève contre ça. Et ça, oui, ça m'épate quand même. Il nous reste quelques minutes. Y a-t-il des questions dans la salle pour André Brink ou Catherine Camus? Le micro est à votre disposition si vous souhaitez poser des questions, profitez-en. Je sais que la première est toujours un peu difficile, mais... Alors, madame, on va vous apporter un micro. Je ne veux pas poser de questions intellectuelles, je n'en ai pas le niveau ni la culture, mais je voudrais remercier M. André Brink pour sa maîtrise exceptionnelle de la langue française. C'est tout à fait émouvant de voir qu'il honore son père intellectuel de cette façon. Je voudrais donc lui dire merci. Également merci à Mme Catherine Camus d'être venue de Lourmarin. Et les adorateurs de Camus, on peut dire, regrettent quand même qu'il n'ait pas déménagé au Panthéon au mois de janvier. Parce que c'est quand même une obligation internationale pour cette lumière intellectuelle de pouvoir être atteint par tout le monde. Bon, c'est un avis. C'est le livre, hein, c'est pas très loin. Hein. Voilà. C'est joli aussi. Catherine Camus, vous avez dit que de temps en temps, vous interpellez votre père, je suis là. Vous interpellez votre père, vous l'engueulez, et puis il vous aide. Et je pense que cette pensée est très puissante parce qu'elle démontre bien qu'il est toujours vivant. Et ça, je pense que dans le monde actuel, c'est très très important et vous le faites vivre à travers ce que vous avez dit. Et je voulais vous en dire un très très grand merci. Bonjour. Une petite anecdote à vous faire partager pour vous montrer la présence de votre père aujourd'hui. Lundi soir, je reprenais le TGV à Aix et je relisais plutôt Noces et l'été. Et en me penchant devant moi, dans le TGV qui me ramenait sur Paris, il y avait deux dames qui lisaient La mort heureuse. Et je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire que c'est un livre magnifique. Nous avons à peine commencé à échanger quelques mots. Et c'est une scène surréaliste qui est arrivée lundi soir, quand une amie a dit « Mais ça ne me dérange pas si j'écoute ». Et ce qui m'a frappé, c'est le malentendu. Il se trouve que j'ai été voir, il y a une petite compagnie, j'en ai parlé à Joyeux, qui joue le malentendu actuellement, pour ceux qui veulent le voir, au Théâtre Auguste. Et j'ai dit à cette dame-là, ben justement, elle joue sur Paris. Et je ne vous mens pas, pendant une demi-heure, vous voyez un wagon de TGV,
La discussion avec ces deux dames, moi-même, cette année a commencé, et des gens se sont levés la tête, ont écouté, ont émis des avis. Et je savais que j'allais venir à cette rencontre-là. Et je trouvais extraordinaire que derrière cette rencontre, derrière les lambris, derrière ce magnifique endroit, tout comme ça, dans un cadre un peu plus informel, il y a eu pendant un petit moment une sorte de fraternité, de plaisir partagé, de gens lambda. Voilà. Et je me dis, après cette demi-heure, ça dure une demi-heure, 3 quarts d'heure, mais vous voyez presque un tiers de wagon qui écoute, qui discute, et là j'ai dit, il est vraiment parmi nous. Voilà, je voulais vous faire partager ce petit moment de plaisir. Et voilà. Merci. Mais voyez-vous, il n'y a pas de gens lambda. Il n'y en a pas. Chaque être humain est unique et a sa propre valeur. Et ça, mon père me l'a bien appris. Et dans le wagon, comme madame qui dit « je suis pas assez intellectuelle et j'ai pas assez de culture », pourquoi vous dites ça? Au départ, on ressent les choses. Voilà. Mais il n'y a pas de gens lambda. Je suis très contente que vous ayez parlé de ça dans le TGV. Ouais, j'espère que ça ne va pas m'arriver en retour parce que je serai un peu embêtée. Si vous êtes sur Paris, allez voir le Malentendu. Il joue dans un petit théâtre très auguste. Je ne peux pas. Dommage. Je ne peux pas, je suis là ce soir, je pars demain matin. J'ai plein de trucs. J'ai 5 semaines sans week-end. Voilà. J'ai une occupation un peu monomaniaque. Oui, bonsoir, merci infiniment de cette rencontre. On a parlé du théâtre, effectivement, on a parlé des romans, et l'intervention de monsieur sur le Malentendu me fait penser aussi qu'il y a une chose extraordinaire, c'est de se mettre en bouche les textes de Camus qui n'ont pas été prévus pour le théâtre. Alors moi je m'appelle par exemple L'étranger, et je peux dire que la palpitation d'un texte de Camus, mise en scène, mis dans l'espace, mise en voix et partagée, alors qu'a priori il n'a pas été prévu pour être le théâtre, est encore une dimension extraordinaire. Et L'étranger, je sais le présenter par exemple aux Seychelles, c'est surréaliste. Et bien je peux vous dire que les Seychellois, qui connaissaient évidemment l'ouvrage, sont venus respirer Camus au travers de L'étranger, donc au travers de ce texte qui n'était pas théâtral. Donc je crois que peut-être que la puissance d'un auteur, c'est aussi de ne pas être enfermé dans la forme qu'il a voulu donner à son texte à un moment quelconque, mais c'est d'avoir la générosité d'avoir une écriture si puissante qu'elle puisse tout à coup être au cinéma, comme le film de Visconti sur L'étranger, être au théâtre, même si la forme de départ n'était pas prévue. Donc je peux témoigner que L'étranger mis sur scène, c'est un moment éblouissant de partage. Merci. Bonsoir. Je suis assez ému, assez intimidé de vous avoir rencontré ce soir. Je m'excuse un peu, même par avance, de recentrer un peu plus mon intérêt vers André Fitzbrugg, avec lequel j'ai plus d'affinité dans mon rapport à la littérature. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on part d'abord d'un ressenti. J'ai découvert votre œuvre quand j'avais 16 ans. Je vivais à Dakar à l'époque et par hasard, chez un cousin, je suis tombé sur Rumor of Rain, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et les personnages de Martin Midhart, de son fils Louis qui rejoint la Résistance, m'avaient fasciné et extrêmement bouleversé, je peux dire. Et c'est cette année aussi où j'ai eu l'occasion de voir passer et rencontrer, sans l'aborder, Brayton Barr, qui est venu à Dakar en 1986 pour la commémoration des événements de Soweto. Et à la même occasion, l'année d'après, vous êtes venu aussi à Dakar. Vous êtes venu à Dakar en 1987 avec un groupe de libéraux qui rencontrait l'opposition en exil. Et vous avez rencontré un journaliste qui vous a interviewé et qui vous avait parlé d'un jeune lycéen qui s'était passionné pour votre œuvre et qui avait abattu tout ce qui avait été, comment dirais-je, traduit en français jusqu'à maintenant. Et notre rencontre devait avoir lieu.
Et finalement, elle n'a pas pu avoir lieu, parce qu'au Sénégal aussi, on était sujet à des convictions terribles dans un cadre du mouvement estudiantine. Et je peux dire que de 1987 à aujourd'hui, je vous cherche. Et je vous ai trouvé ce soir. Merci. Donc je vous ai trouvé ce soir et je me suis un peu lancé à votre poursuite quand j'ai eu la première fois l'occasion d'aller en Afrique. J'ai travaillé au Kenya il y a quelques années. Et en 2009, je suis allé à Durban pour représenter une organisation pour laquelle je travaillais à une conférence de statisticiens. Et on était attendu, on avait fini un vendredi, on était attendu le lundi à Stellenbosch pour un symposium. Et j'ai parcouru, j'ai fait toute la route, la Garden Road, et naturellement je me suis arrêté à Grahamstown pour vous guetter là-bas, mais vous n'enseignez plus à Grahamstown. Et alors j'ai dit, zut, comment je pourrais enfin rencontrer André Brink? Et alors quelqu'un m'a dit, oui, mais ses fils sont à l'université de Grahamstown. Je dis, mais malheureusement je ne pourrais pas rester puisque lundi je dois présenter un papier que j'ai fait à Stellenbosch. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous rencontrer, à vous remercier pour votre œuvre. Enfin, du moins ce que j'en ai lu. J'ai été fasciné et passionné par vos romans. Je continue toujours à les lire, à découvrir ceux qui ont été plus récemment écrits. Ça va faire un peu long, je vais passer le micro, mais vous êtes encore à Paris pour 2 jours et je pense que je vais réserver davantage de questions à nos prochaines rencontres qui auront lieu, je crois, jeudi et vendredi prochain. Et en tout cas, merci pour tout. Encore une ou deux questions. Comment? Non, j'ai aucune envie de m'avancer pour être vue. J'avais une question qui s'adressait à la fois à Catherine Camus et à André Brink. J'ai le sentiment que l'enfance d'Albert Camus a joué un rôle majeur dans à la fois sa vie et son œuvre. Je voulais savoir s'il en avait été de même pour André Brink. Et j'avais envie de voir un peu le lien qui est relié. Je suis une enfant, moi je sais que mon enfance m'a forcément marqué et marqué toute ma vie. Je suis une enfant de Mondovie. Donc c'est vrai que le village de naissance d'Albert Camus, et je sais à quel point l'Algérie et tout ce qui s'est passé, et bien entendu Albert Camus, a marqué et a changé carrément le cours de ma vie. Et je pense que l'enfance, on ne s'en remet pas, parce que pour votre œuvre, M. Brink, comme pour Albert Camus, cette enfance a été un fil important. Voilà. Je crois qu'inévitablement, ça doit rester une influence, une source d'histoire, de mémoire, de début. Donc, on peut toujours retourner à l'enfance pour y retrouver des redécouvertes du passé, d'autres possibilités non réalisées de l'actualité ou dans l'actualité. Vu du point où je me trouve en ce moment, vers la fin de ma vie, il y a une richesse, mais aussi beaucoup de déception dans cette enfance. Trop de richesse, trop de déception pour vraiment en profiter autant qu'il ne le faut en ce moment. Mais c'est un début, c'est un point de départ et on a besoin des revisites à ce passé, à ces moments jamais perdus, toujours là, à réaliser ou à déplorer. Je ne sais pas si il y a beaucoup que je pourrais ajouter à ceci. C'est une source inépuisable, oui,
aussi une déception constante. Et les deux sont là en même temps, les deux se relativisent, les deux s'enrichissent. Je ne veux pas que ce soit autrement. Même les choses que je regrette, même les choses que je déplore dans mon passé, dans mon enfance, les possibilités non réalisées, mais peut-être est-il une partie de la richesse qui a des promesses qui n'étaient jamais remplies, des possibilités qui n'étaient jamais réalisées. Donc, en somme, je ne suis pas mécontent. Je ne suis pas content, mais je ne suis pas mécontent non plus. Mais est-ce que vous croyez vraiment que vous dites les espoirs et les déceptions, etc. Mais moi, il me semble que dans l'enfance, il y a une espèce de part animale et instinctive, et dès le départ, et qu'un enfant accumule énormément de choses dont il n'a pas les concepts pour les comprendre, ou même les perpétuer, ou même s'en souvenir. Je pense qu'il y a une part totalement animale dans l'enfance qui reste en nous, mais qu'il est très très difficile de démêler, non? Ah oui, je suis entièrement d'accord. Il reste la volonté de pouvoir retourner à ses sources, mais en même temps on se rend compte du fait que les possibilités de retour sont de plus en plus bloquées. Moi je sais pas, parce que j'aimerais pas y retourner. Enfin, j'étais contente, mais tout me plaît. Même d'avoir 68 ans. C'est un peu embêtant parce qu'on arrive partout et qu'on n'est plus aussi énergique. Mais en même temps, on est plus relax. Hein. Ah ouais, soyez tranquille. Je suis jamais vraiment sorti de l'enfance, donc je suis protégé. On s'en fout des rides à partir de cette âge. Ça soulage. Allez, une dernière question, madame. Ah non, je voyais une main se lever. Il y a l'œuvre de Renuchard, mais aussi sa voix. Je dis que sa voix, de Renuchard. Albert Camus, sa voix dit énormément de choses. Et je me souviens puisque Renuchard était un grand ami d'Albert Camus, on sentait quand même là une amitié extraordinaire. Je me souviens de ce poème que disait Albert Camus de Renuchard à la radio, le titre est absolument admirable. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tu es mon amour depuis tant d'années, mon vertige devant ta voiture. Ah, ça s'appelle tu es mon amour depuis tant d'années, voilà. Mon vertige devant tant d'années. Voilà. Et Albert Camus n'était pas comédien, mais il le disait absolument de façon admirable. Il a fait passer des choses absolument qui, je trouve, bouleversantes. Il y avait dans sa voix des choses magnifiques. Je n'ai jamais entendu. Ah bon? J'ai cherché, j'ai un véritable Fox Terrier, je fais ça. Vous l'avez jamais entendu dire des poèmes de René Char à la radio? Non. C'est absolument. C'est comme Édith Piaf qui chante une chanson. Vous voyez. Ah ouais? Il le dit merveilleusement, parce que ça vient des tripes, ça vous laisse sur place. Je ne suis pas le seul à avoir entendu, j'imagine. Alex, cherche. Merci. Bien, bah écoutez. Juste un mot. Catherine, vous appelez Catherine comme votre grand-mère. Je pense que ça vous fait un immense plaisir et ça montre à quel point votre père aimait sa mère. Le fait de vous avoir appelé comme sa mère à lui-même. Vous appelez Catherine? Oui. Et votre grand-mère aussi?
Oui, mon arrière-grand-mère aussi. Ah oui. Donc c'est une filiation. C'est un dada. Très très belle. Mais ma grand-mère, la mère de mon père, se suffit à elle-même. Je suis très fière de porter son nom. C'est une des femmes que j'admire le plus au monde. Bien, là, on arrive au terme de cette rencontre. Merci à vous tous d'y avoir participé. Surtout d'avoir montré que, après tout, il y a beaucoup d'échanges et qu'il suffit effectivement de lire pour ressentir. On n'a pas besoin d'être dans les hautes sphères intellectuelles et d'avoir peut-être montré à André Bricq, qui semble parfois en douter, que si l'écrivain n'est pas indispensable, bon, bien sûr, on peut vivre dans un monde sans écrivain. Comme on peut vivre, j'imagine, dans un monde sans musique, ou sans poésie, ou sans littérature, mais moins bien. Très mal. Merci beaucoup, Comment on Catherine. s'éclate, hein. Merci Catherine Camille, merci André.